Bienvenue dans le débat de France 24. C'est un jour comme il y en a tous les ans maintenant, depuis 1977. Sauf que ce 8 mars, 41e journée internationale des droits des femmes, prend un relief tout particulier cette année avec la vague d'indignation soulevée par l'affaire Weinstein, cette libération de la parole un peu partout dans le monde. Ce qui semble être devenu une fatalité, le harcèlement au point d'inhiber ou d'ignorer le témoignage des femmes qui en sont victimes, apparaît enfin comme une réalité inacceptable pour beaucoup. Tout comme d'ailleurs les inégalités, notamment au travail. C'est l'occasion en tout cas pour le gouvernement ici en France de dévoiler une cinquantaine de mesures pour lutter contre ces violences et ces discriminations. Est-ce suffisant? Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Lila Lebas. Vous êtes présidente de l'UNEF, c'est l'Union nationale des étudiants de France, un syndicat étudiant qui a été le théâtre de témoignages et de plaintes pour harcèlement sexuel, des cas contre lesquels vous vous êtes élevé, en appelant d'ailleurs les victimes à déposer plainte. On aura l'occasion d'en reparler. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Diarya Touba, vous êtes présidente de l'association Espoir et Combat de femmes, ambassadrice de l'association Excision. Parlons-en et auteur de cet ouvrage où vous relatez aussi votre expérience. On m'a volé mon enfance. Voilà, c'est paru chez Anne Carrère. Merci également à vous d'être avec nous. Merci aussi à Sophie Binet. Vous êtes dirigeante confédérale de la CGT et vous êtes chargée de cette question de l'égalité femmes-hommes. Enfin, Emmanuelle Jarda, directrice de l'innovation et de la responsabilité sociale d'entreprise chez Orange. Vous présidez l'association Femmes Mobiles, Action Tank on Women Equity, c'est bien ça? Exactement. Et vous vous portez également une initiative, une application aussi sur les téléphones mobiles. Vous pouvez nous en parler? Tout à fait. Donc c'est une application qui s'appelle Edwige Bodyguard, aide comme de l'aide et Vige Vigilance, qui permet de pouvoir alerter facilement, de trouver du secours pas loin, et aussi de pouvoir faire tout son dossier, parce que c'est encore aux victimes d'apporter la charge de la preuve. Donc avec une application très simple, quand on est victime de violence, donc je m'adresse aux 250 000 femmes en France qui auraient besoin de cette application et qui pourraient l'utiliser. Voilà, qui permet donc de se manifester ou aussi, j'imagine, de relater des cas qu'elles ont pu ou que des hommes ont pu constater autour d'eux. Donc on peut aussi être témoin, apporter des photos, relater des faits, enfin voilà, passer de objet à sujet en racontant son histoire. Alors, cette journée, bien sûr, c'est l'occasion d'évoquer les discriminations de femmes, mais aussi les violences faites aux femmes. Et on en parlera peut-être davantage dans la première partie de ce débat, puisqu'on est toujours dans la vague née de l'affaire Weinstein. Ces dizaines de témoignages et plusieurs plaintes contre le producteur américain. Depuis, les langues se délient, mais la tension, elle est loin d'être retombée. Là où tout est parti, à Hollywood, comme vient de le rappeler la dernière cérémonie des Oscars, c'était dans la nuit de dimanche à lundi. Écoutez, Frances McDormand, sacrée à meilleure actrice pour son rôle dans 3 Billboards. Je serais vraiment très honorée que toutes les femmes nommées dans chacune des catégories se lèvent avec moi dans la salle. Les actrices, Meryl, si tu le fais, tout le monde te suivra. Les cinéastes, les productrices, les réalisatrices, les auteurs, les scénaristes, les compositrices, les conceptrices. Allez, levez-vous. Diarya Touba, vous avez vécu comment cette période et notamment ces scènes que tout le monde bien sûr a vues. Pour vous, ça a été un catalyseur ce qui s'est passé à l'occasion de l'affaire Weinstein? Moi, je trouve ça très bien de voir que la parole, elle se libère, tant mieux, parce que je pense que aujourd'hui, le combat, il est loin d'être gagné. C'est-à-dire que moi, je viens d'un pays où la femme, tout petite, on l'apprend qu'elle doit être soumette, elle est excisée, et elle est mariée parfois involontairement. Elle est confrontée à toute sa vie d'être une femme soumise et au foyer, à la maison. Donc ça libère. Et nous, par exemple, en Guinée, là, parce qu'on parle de femmes dans le monde, en Guinée, il y a eu des femmes guinéennes, beaucoup qui ont descendu dans la rue pour crier les violences qu'elles subissent, pour dire qu'elles en ont marre, qu'elles ont envie d'être des femmes libres et indépendantes. Je pense que ça, quand ça libère la parole, ça touche jusqu'à là-bas et c'est très important. Des violences qui, vous le décrivez d'ailleurs dans votre livre, vont jusqu'à l'excision. Alors on en parlera bien sûr, mais sur ce cas précis, est-ce que des acteurs, des actrices célèbres à Hollywood qui témoignent, est-ce que ça parle? Est-ce que ça contribue à libérer la parole, y compris dans des lieux ou des milieux où on est très éloigné finalement de ce côté un peu paillettes et spotlight? Bien sûr, parce que ça démontre à quel point que les tabous, elles nous touchent. Quand on voit ces actrices sur un écran, on croit qu'elles vivent une vie parfaite, elles ne sont pas confrontées à être touchées involontairement ou bien qu'elles ne sont pas confrontées. Donc nous, ça nous renvoie des signes forts, ça nous aide en tout cas dans la lutte pour dire aux autres, vous voyez, ça peut toucher toutes les classes sociales et que c'est important que les femmes, que la parole se libère.
Lila Lebas, ce mouvement, vous avez senti effectivement des répercussions bien au-delà. Est-ce que finalement il fallait que ça touche un milieu par définition médiatique, celui du cinéma, pour que ça ait cet impact-là ailleurs dans le monde? Moi, je pense que c'est pas uniquement le milieu du cinéma qui a été touché, mais c'est particulièrement salutaire, ce mouvement de libération. Mais est-ce que c'est parce que c'est le cinéma et donc très médiatisé que finalement beaucoup de femmes se sont dit, mais même si ça arrive finalement à ces femmes qu'on pense très puissantes, très libres, c'est que je peux moi aussi témoigner? Oui, ça a permis d'avoir une véritable médiatisation de la libération de la parole et de dire que c'était possible d'en parler et surtout de prendre conscience que c'était collectif, que ce n'était pas seulement des problèmes individuels, que ce n'était pas des cas isolés, mais que toutes les femmes aujourd'hui pouvaient dénoncer ce qu'elles subissent au quotidien, les violences sexistes et sexuelles qu'elles subissent, pouvaient prendre la parole et dire que ce n'était plus possible aujourd'hui de vivre dans une totale impunité quand on a des hommes qui agressent des femmes au quotidien. Sophie Binet, ce mouvement, est-ce qu'il doit continuer sous cette forme? Il a donné lieu déjà à ce qu'on a appelé le hashtag MeToo, le hashtag Balance ton port ici en France, où là effectivement il y a eu des centaines de milliers de témoignages. Là aussi, vous avez le sentiment que ce qu'on voit là à travers ces scènes, ce n'est pas simplement des happy few finalement qui entre eux se manifestent, ça a des répercussions ailleurs? Ah non, pas du tout. C'est un mouvement de fond qui n'est pas prêt de s'arrêter. Là, le problème, c'est qu'enfin, on écoute ces femmes qui, pour certaines, parlaient déjà et que personne n'écoutait. Et le souci, c'est qu'on les écoute, on commence à relayer leurs paroles. Mais par contre, pour l'instant, les choses, elles bougent très peu et très lentement. Et donc c'est un peu l'arbre qui cache la forêt? Exactement. Le signal aujourd'hui qui a été envoyé avec cette mobilisation du 8 mars, c'est les paroles, c'est sympa. Maintenant, il faut des actes et des actes forts. Ces actrices et ces idoles planétaires, les violences qu'elles ont dénoncées, c'est des violences au travail. C'est du harcèlement sexuel, des violences sexuelles au travail. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les violences au travail sont encore un tabou. Il y a 30% des femmes, une femme sur trois, qui dit être victime de harcèlement sexuel au travail. Et le gouvernement ne nous annonce toujours rien, alors qu'il explique que l'égalité femmes-hommes est une grande cause nationale. Donc là, il y a besoin d'agir sur cette question-là. Pourquoi spécifiquement sur les violences sexistes et sexuelles au travail? Parce qu'au rapport de domination s'ajoute le lien de subordination. Et que c'est souvent la double peine pour les femmes victimes. Non seulement je suis victime, mais quand je parle, je risque de perdre mon boulot ou d'être placardisée, d'avoir une pénalisation dans ma carrière. Et finalement, cette question du harcèlement de rue, c'est une question qui est bien sûr importante. Mais nous, on a un peu l'impression, je ne sais pas si vous connaissez le proverbe japonais, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Le harcèlement de rue, c'est un peu le doigt. Le problème de la violence sexiste et sexuelle, c'est d'abord quand la victime, l'agresseur a une emprise sur la victime. Donc quand les violences ont soit lieu dans le cadre familial ou conjugal, soit quand les violences ont lieu au travail et que la victime ne peut pas s'extraire de cette domination de l'agresseur. Et c'est là-dessus qu'il faut agir prioritairement. Et malheureusement, c'est là-dessus qu'il n'y a rien. Emmanuelle Jardin, il y a des moyens d'alerte qui ont été mis en place dans le cas d'Orange où vous-même vous évoluez? Oui, tout à fait. Alors, il y a des numéros verts qu'on peut appeler. Et puis, effectivement, on a voulu mettre en place cette application qui permet à n'importe qui d'alerter pour tout type de harcèlement et jusqu'aux violences dans n'importe quel cadre pour pouvoir effectivement garder des traces, dire voilà ce qui s'est passé aujourd'hui, donc reprendre la parole, pouvoir expliquer, pouvoir se constituer un dossier parce que c'est toujours sinon vraiment compliqué après de raconter ce qui s'est passé. Quand on raconte les faits bien longtemps après, eh bien, on n'est plus cru. Donc là, c'est vraiment mettre quelque chose sur ce moment-là. Et donc, avec des applications, on peut le faire. Et bien sûr, ça permet, toute la libération de la parole. Il faut pouvoir la transformer en action et donc avoir quelque chose. Vous pensez que tous les cas de harcèlement aujourd'hui peuvent remonter avec ces moyens-là? C'est un moyen. C'est un moyen. Est-ce que tous les cas, il le faudrait, mais au moins, ça donne un moyen d'expression. Sophie Binet, parce qu'au-delà des violences, il y a effectivement ce cas plus général de harcèlement au travail. Les femmes en sont plus victimes que les hommes. Du harcèlement sexuel, c'est quasiment que les femmes. Le harcèlement moral, ça touche les hommes comme les femmes. Il y a d'ailleurs des femmes qui sont harceleuses d'un point de vue moral, il ne faut pas se le cacher non plus. Mais le harcèlement sexuel, les victimes sont à 95% des femmes. Et quand c'est des hommes les victimes, les auteurs sont toujours des hommes. Donc effectivement, il y a un problème spécifique de violence sexiste et sexuelle au travail contre lequel il faut lutter. Et puis la question des violences conjugales, ça a un impact
impact sur le travail, puisque plus de 50% des victimes nous disent que quand elles sont victimes de violences conjugales, il y a un impact négatif sur l'emploi et sur la carrière. C'est pour ça que nous demandons la mise en place de droits pour protéger les femmes victimes de violences au travail, que les violences aient lieu sur le lieu de travail ou qu'elles aient lieu à l'extérieur, que les femmes puissent avoir droit à des congés supplémentaires, que les femmes puissent avoir droit à de la mobilité si elles ont besoin de s'éloigner de leur conjoint violent, par exemple. C'est des choses qui doivent être obligatoires dans toutes les entreprises parce que dans un certain nombre d'endroits, les victimes sont forcées de choisir entre leur emploi ou de risquer leur vie en restant dans l'entreprise où travaille leur conjoint violent ou dans la ville où travaille leur conjoint violent. Ça n'est pas possible d'imposer ça à des victimes. Chez vous, à l'UNEF, Lila Lebas, plusieurs témoignages ont permis de mettre au jour des accusations de viol, d'agression, de harcèlement visant d'anciens responsables de l'UNEF. Ces révélations, est-ce qu'elles vous ont surpris? Parce qu'il faut le dire, elles sont véritablement à l'opposé des valeurs que véhicule l'UNEF. Ça n'a pas été des révélations pour l'organisation aujourd'hui. Ça fait maintenant des années que les femmes au sein de l'UNEF, elles s'organisent pour pouvoir justement mettre en place des outils, déjà permettre la libération de la parole, des violences qu'elles subissent, mais aussi agir, mettre en place des outils pour que ça ne se reproduise pas, que l'impunité ne soit plus la règle dans l'organisation, que l'injonction à protéger l'organisation ne tienne plus, et pour pouvoir mettre des outils pour prévenir ces violences-là et quand elles arrivent, lutter contre. Et donc c'est plusieurs outils qui ont été mis en place, c'est des réunions non mixtes féminines qui sont mises en place régulièrement au sein de l'organisation pour permettre aux femmes de parler entre elles, de partager le vécu qu'elles ont, de partager les violences qu'elles peuvent vivre, qui sont débriefées en cadre mixte pour pouvoir agir et dans ce cas-là mettre une feuille de route à l'ordre du jour de l'ensemble de l'organisation sur les questions des violences sexistes et sexuelles dans l'organisation. Et ça, c'est véritablement important et évidemment que ces questions-là, il faut se les poser au quotidien parce que c'est une bataille quotidienne, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Les garçons ou les hommes qui ont été accusés d'avoir été les auteurs de ces actes, souvent membres de l'encadrement, ils ont été systématiquement écartés? Maintenant, ils sont écartés. Ça a été des mesures qui ont été mises en place au fur et à mesure dans l'UNEF. À l'époque, non. Ce qui a été révélé dans les articles de Libération, du Monde auparavant, des hommes n'ont pas été systématiquement écartés. C'est d'ailleurs un des problèmes que soulignent les victimes de l'époque. Et sauf qu'aujourd'hui, il y a plusieurs mesures justement qui sont mises en place. Il y a des process. Quand une femme est victime de violence, victime d'harcèlement, se dit victime dans l'UNEF, pour faire en sorte qu'elle ne soit plus justement en contact avec ses agresseurs, mais surtout pour l'accompagner dans toutes les procédures qu'elle souhaite entamer, que ce soit judiciaire, que ce soit administrative, dans le soutien psychologique, pour faire en sorte que le cadre de militantisme, que le cadre de l'UNEF soit un cadre serein et que chaque femme puisse y militer sans y être agressée. Mais c'est aussi beaucoup de la prévention qui est à faire. Certaines voix à gauche, notamment, c'est le cas de Laurence Rossignol, l'ancienne ministre, qui a reproché au gouvernement d'Édouard Philippe de ne pas s'être séparé de Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, visé par une plainte. Le gouvernement a choisi de ne pas le faire au motif de la présomption d'innocence. Vous pensez que le gouvernement a eu raison? Non. Sophie Binet? Non, déjà, il y a 2 poids, 2 mesures, puisque Bayrou a été obligé de démissionner alors qu'il n'était pas encore mis en examen. Là, on observe que pour les violences sexuelles, c'est pas pareil. Il y a 2 plaintes contre Gérard Darmanin, et le problème, c'est que c'est la crédibilité du gouvernement et de son ministère qui est en jeu. On est actuellement en train de négocier dans la fonction publique un protocole contre les violences sexistes et sexuelles. Comment voulez-vous qu'on négocie avec Gérard Darmanin ce protocole? Il y a un vrai problème de crédibilité du ministre. Dire à tout bas, il faut donc présumer disons de la parole de la victime et du fait que ce qu'elle dit est vrai. Oui, au cas de celle qui se dit victime avant que l'affaire ait été jugée ou soit passée devant les tribunaux. Oui, c'est important que déjà c'est difficile de parler. Quand la femme elle a le courage d'en parler, c'est tout de suite la mettre en sécurité, c'est tout de suite la croire et après mener des enquêtes. Mais si on ne prend pas les gens en charge, comment vous voulez que les personnes aillent jusqu'au bout de démarche? Parce que déjà parler, c'est pas facile hein, de prendre la parole, de dire voilà, j'étais victime de quelque chose, croyez-moi ou protégez-moi. Et je pense que l'État et tout le monde a un rôle important à jouer à ce niveau-là. Emmanuel Jardas, c'est le cas aussi dans l'entreprise. Il faut que systématiquement les personnes accusées soient mises à l'écart, ou est-ce que ça risque de devenir un défouloir? Il faut croire ce qui est raconté, parce qu'effectivement, prendre la parole alors que c'est des sujets dont on ne parle pas, même si heureusement il y a eu ces hashtags, mais prendre la parole, pouvoir s'exprimer, trouver un lieu d'expression. Ensuite, il faut déjà écouter vraiment les personnes. Elle doit déboucher sur quoi? Eh bien, sur des décisions immédiates. Des décisions, alors effectivement, avant que la justice se prononce. Il peut y avoir des décisions immédiates pour séparer les personnes, pour trouver des bureaux différents, par exemple, sur le cas du travail, des lieux de travail. Enfin, il peut y avoir des solutions immédiates qui, au moins, stoppent la situation.
Donc ça, c'est sûr, oui. Merci. On va en reparler dans un instant. On s'intéressera cette fois à la question des discriminations dans le cadre du travail notamment, mais pas seulement. Restez avec nous. Retour au débat de France 24, c'est donc aujourd'hui la 41e journée internationale des droits des femmes ou de défense des droits des femmes, Sophie Binet. Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Pour les droits des femmes, parce que c'est une journée de lutte et ils l'ont rappelé d'ailleurs aujourd'hui en Espagne. Ce n'est pas la fête des mères ou la Saint-Valentin, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Merci de nous le rappeler. Sophie Binet, qui est donc dirigeante confédérale CGT, chargée de l'égalité femmes-hommes. Diarya Touba est également toujours avec nous, président de l'association Espoir et Combat de Femmes, ambassadrice de l'association Excision. Parlons-en. Porte-parole. Porte-parole, pardonnez-moi. Également avec nous, la présidente de l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France, Lila Lebar, et enfin Emmanuelle Jarda, directrice de l'innovation et de la responsabilité sociale d'entreprise chez Orange. On a parlé des violences dans la première partie de ce débat. On va s'intéresser aussi aux discriminations dont sont victimes les femmes. La première d'entre elles, bien sûr, ce sont ces écarts de carrière et de salaire, puisqu'à travail équivalent, les femmes gagnent 9% en moyenne de moins que leurs collègues masculins. Mais en tenant compte du fait que les femmes occupent aussi souvent des postes moins qualifiés, dans des métiers moins bien payés, eh bien l'écart de rémunération entre hommes et femmes atteint un peu plus de 23% selon l'INSEE. Comment se situe la France par rapport au reste du monde ? Eh bien, explication en images de Julien Cheida. Être une femme qui travaille est encore malheureusement synonyme d'être moins bien payée. Et pour cause, à travail égal, les Européennes gagnent en moyenne 16% de moins que les Européens. Au rang des mauvais élèves, l'Estonie, dont l'écart de rémunération avoisine les 28%, ou encore la Lettonie et ses 21% d'écart. Globalement, le constat est assez clair. Les postes à responsabilité sont plus souvent attribués aux hommes. Et c'est chez les cadres que les différences salariales sont les plus fortes. Dans cette catégorie, la jante masculine gagne 28% de plus que ses collègues féminines. Alors en termes d'égalité salariale, quand on est une femme européenne, il vaut mieux être italienne, belge, luxembourgeoise ou roumaine. Là-bas, l'écart de salaire est d'environ 6%. Des chiffres qui peuvent en partie s'expliquer par la manière de recruter, moins sur les diplômes que sur les compétences. En France, l'écart salarial entre un homme et une femme est d'environ de 13%. Et pour mieux se rendre compte, c'est comme si depuis le 7 novembre, à 16h34 précise, les Françaises avaient travaillé gratuitement jusqu'à la fin de l'année. Outre-Atlantique, les États-Unis et le Canada ne sont pas un exemple non plus. Les femmes gagnent en moyenne 18% de moins que leurs compatriotes masculins. Voilà, alors le gouvernement entend résorber d'ici 3 ans l'écart de salaire de 9% en moyenne, je rappelle, qui existe entre hommes et femmes à poste équivalent. C'est, d'après vous, Lila Lebar, un objectif réaliste. Est-ce que l'État s'en donne les moyens ? Déjà, je tiens à signaler que l'écart de salaire aujourd'hui en France entre les femmes et les hommes, ce n'est pas de 9%, mais c'est bien de 26%. Et donc, il ne faudrait pas minimiser cet écart de salaire qui existe aujourd'hui et qui est une réalité. Et aujourd'hui, le gouvernement ne s'en donne pas forcément les moyens, mais surtout, il faut agir à tous les niveaux sur ces questions-là. Et notamment, à l'UNEF, on réclame des véritables mesures sur des questions de l'éducation et de l'accès à l'enseignement supérieur. C'est ce que propose d'ailleurs le gouvernement, puisque l'objectif, c'est d'avoir 40% de filles dans les filières scientifiques d'ici 2020. C'est un bel objectif, sauf que quand on met en place la sélection à l'entrée de l'université, ça va à l'inverse de plus d'égalité dans l'accès aux études. Ça pénalise davantage les femmes que les hommes, la sélection à l'entrée des universités ? Tout à fait, on voit déjà aujourd'hui quand dans les filières sélectives, que ce soit les classes préparatoires par exemple, les concours, les grandes écoles, les femmes postulent moins dans ces concours-là, puisqu'il y a un phénomène d'autocensure dès le lycée ou même dans l'enseignement supérieur, où il y a encore un déterminisme de genre sur ces questions-là. Oui, il y a un véritable déterminisme. Qui s'exerce par quoi ? Par la famille ? Par la famille, par l'éducation, à l'école, tout simplement, dès le plus jeune âge, où il y a des stéréotypes de genre qui sont inculqués inculqués aux filles et aux petites filles dès leur plus jeune âge. Et donc les femmes se disent, s'il y a sélection, notamment dans les filières scientifiques, je ne parviendrai pas à les intégrer. Un dossier similaire scolaire, les femmes postulent beaucoup moins dans les filières sélectives, puisque tout simplement, encore une fois, depuis le plus jeune âge, on leur dit que à la fois les filières scientifiques, c'est moins fait pour eux, qu'elles doivent aller forcément dans des
filières plus sociales. Et donc, ça pose véritablement des difficultés. Et même à l'université, on voit une sous-représentation des femmes dans les filières scientifiques. Elles sont moins de 35% aujourd'hui en sciences, alors qu'elles sont plus de 70% en lettres et sciences humaines. Donc, il y a une vraie orientation genrée qui existe à l'accès à l'enseignement supérieur. Et aujourd'hui, le gouvernement fait le choix de la renforcer. Et donc, 40% de femmes en sciences, c'est un bel objectif qui est déjà insuffisant. Mais aujourd'hui, on ne s'en donne pas du tout les moyens, voire à l'inverse, on va renforcer cette orientation genrée qui est particulièrement préoccupante. C'est ce que vous constatez dans cet univers d'ingénieurs, de commerciaux et techniciens qu'est Orange ? Emmanuelle Jardin. Tout à fait. C'est même très difficile parce qu'Orange veut vraiment embaucher des femmes dans les métiers scientifiques parce qu'il y a vraiment, en plus du plafond de verre, il y a les murs de verre. Tous les métiers de com, RH, il y a énormément de femmes et très peu d'hommes. C'est difficile d'ailleurs de trouver des CV hommes pour ces postes-là. Vous voulez qu'il y ait un cloisonnement des couloirs presque comme en athlétisme, des couloirs différents. Exactement. Et donc, pour trouver des candidates femmes, donc on va jusqu'à mettre en place des classes de femmes pour les former aux métiers techniques, justement pour qu'elles acquièrent ces formations et pour pouvoir être embauchées. Parce que sinon, il n'y a pas de candidats alors qu'il y a énormément de métiers. Et tous ces métiers techniques d'avenir dans les télécoms, dans le big data... Oui. Dans les écoles d'ingénieurs, on voit que ça a été divisé par 2, le nombre de femmes en 20 ans qui... Vous dites pénurie de main-d'œuvre et pas mauvaise volonté des chefs d'entreprise et des entreprises. Alors ensuite, il faut sûrement aussi regarder comment est-ce qu'on va embaucher, parce que comme on se rend compte que les femmes... Alors généralement, sans prendre, généralement toute la façon d'aller, il faut être formé pour être embauché, donc il faut pouvoir aller en formation, il faut pouvoir se dire, je vais pouvoir le faire. Tous les métiers informatiques, il y a beaucoup de gestion de projet, de pression, d'esprit de compétition qui sont pas forcément ce qui vont plaire le plus aux femmes. Donc il y a tout un ensemble qui fait que des femmes, parce qu'on le voit bien avec les bacs scientifiques, il y a un peu plus de femmes, si je me souviens bien, dans ces années. Et donc, ensuite, elles pourraient très bien faire toutes ces carrières-là, mais après, elles ne rentrent pas dans les filières, dans les écoles qui vont mener à ces métiers-là. Pardonnez-moi, oui. Sophie Binet, je pensais à une chose, parce qu'à partir de 2022, les entreprises de plus de 50 salariés qui présenteront des écarts injustifiés, c'est l'une des mesures proposées par le gouvernement, des écarts injustifiés de salaire entre hommes et femmes, seront frappées d'une pénalité financière qui pourrait aller jusqu'à 1% de leur masse salariale. Est-ce que c'est suffisamment dissuasif d'après vous ? Alors, le gouvernement a été contraint d'annoncer cette mesure qui n'était pas prévue face à la mobilisation féministe et syndicale. Il a été obligé d'annoncer cette mesure. C'est un premier pas, mais qui est très insuffisant parce que, en parlant seulement de ces 9% d'écart qu'on trouve très rarement dans les entreprises en général, on est à 2, 3, 4, 5%, on évacue l'essentiel des écarts et des 26% d'écart de salaire. D'où viennent ces 26% ? Ils viennent d'abord des temps partiels. Les temps partiels, pour l'instant, tout le monde refuse d'en parler. Il y a un tiers des femmes qui sont enfermées sur des emplois à temps partiel, qui pour beaucoup souhaiteraient pouvoir travailler à temps plein, avec aussi une prise en charge de la petite enfance. Il faut aussi organiser ça. Donc il faut travailler sur la précarité, les temps partiels. Le deuxième facteur que le gouvernement évacue avec ces 9%, c'est la question des carrières, de l'écart cumulé sur les carrières. Le gouvernement se limite à faire une photo alors qu'il faut faire un film des inégalités. Le troisième facteur que le gouvernement évacue, c'est la question du travail de valeur égale. Contrairement à ce que dit le gouvernement, la loi n'impose pas seulement un salaire égal pour un travail égal, la loi impose un salaire égal pour un travail de valeur égale. C'est l'enjeu des parois de verre. En fait, les hommes et les femmes n'occupent pas les mêmes métiers et les métiers dans lesquels les femmes sont concentrées sont moins bien payés à même niveau de qualification. La loi impose de comparer ces métiers et d'assurer un même niveau de rémunération, donc de revaloriser les métiers à prédominance féminine. Et puis le dernier facteur que le gouvernement tente d'évacuer, c'est la part variable de la rémunération, les primes, etc. C'est ce qui fait qu'il y a plus d'écart entre les femmes et les hommes cadres. Et donc, c'est sur l'ensemble des 26% qu'il faut travailler. Nous ne voulons surtout pas que ce logiciel qui nous est annoncé se transforme en machine à blanchir les inégalités, en une sorte d'ardoise magique où on part à 26%, puis on arrive finalement, on se retrouve avec seulement 2% d'écart, voire parfois des femmes qui seraient mieux payées que les hommes. Bah oui, c'est normal, elles sont souvent plus qualifiées. Donc, grande vigilance sur ce mode de calcul des inégalités salariales. Et puis, pour que les sanctions soient effectives, il faut des gens pour les appliquer. Et c'est la difficulté que nous avons aujourd'hui. Le nombre d'inspecteurs et d'inspectrices du travail a été réduit de 20% depuis 10 ans. Le gouvernement nous dit qu'il veut multiplier par 4 les contrôles. C'est bien, il serait temps, puisqu'il y a seulement 0,2% des entreprises qui ont été sanctionnées. Mais pour ça, il faut des gens pour mettre les amendes. Et là-dessus, le gouvernement ne nous dit rien.
Oui, vous dites, mais alors c'est ce que dit même le patron de la CGT, c'est que les effectifs même d'inspecteurs ont été réduits. Donc on ne peut pas quadrupler le nombre de contrôles avec moins d'inspecteurs du travail. Exactement, les effectifs d'inspecteurs et d'inspectrices du travail ont été réduits de 20% depuis 10 ans. Le gouvernement nous dit on veut quadrupler les contrôles. Bon, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de concours de belote actuellement à l'inspection du travail. S'ils n'ont pas le temps de faire des contrôles sur l'égalité femmes-hommes, c'est parce qu'ils sont pris sur les questions de santé, de sécurité, de contrôle du temps de travail, etc. Donc il y a besoin d'augmenter considérablement les effectifs de l'inspection du travail. C'est une protection pour l'ensemble des salariés qui est indispensable, y compris sur la question des violences sexistes et sexuelles. L'inspection du travail a un rôle à jouer. Sans moyens supplémentaires, elle ne pourra pas le faire. En tout cas, vous venez de le dire, le président de la République annonce un logiciel déployé à partir de l'année prochaine dans les entreprises. Le but, c'est de détecter les écarts de salaire injustifiés entre hommes et femmes au sein d'une même entreprise. Écoutez Emmanuel Macron. Nous allons rendre public les entreprises qui respectent le moins la loi et qui, au vu des contrôles, ont les plus gros écarts salariaux, pour stigmatiser. Parce que la stigmatisation fait changer les comportements, parce que personne n'a envie d'avoir le bonnet d'âne de la classe en la matière. La stigmatisation, le name and shame, dit Ariatouba, vous pensez que ça marche de blâmer publiquement les entreprises? Est-ce que ça les fait évoluer? C'est une chose, c'est-à-dire qu'on renvoie un message en lui disant qu'il est urgent, il est plus important que l'égalité de salaire soit un acquis dans notre société. Après, moi, je suis dans un autre niveau de combat, mais tous les combats sont légitimes. Quand on parle de l'excision, quand on parle de mariage forcé, quand on parle de femmes qui meurent sous les coups de leur mari, donc ça montre combien le combat il est important et que oui, l'égalité de salaire, ça fait partie. On ne devrait même plus discuter de ces choses-là en France parce que ça devrait être un acquis. Quand on parle de précarité aussi, vous avez le sentiment que les femmes sont davantage dans des emplois de type précaire à temps partiel, comme le disait Sophie Binet? Oui, bien sûr, et surtout mode des gardes. Moi, je suis une mère, j'ai une petite fille, je travaille en même temps. Il y en a d'autres femmes qui sont dans le même cas que moi. Combien c'est difficile de travailler, d'être indépendante et autonome. Et comment c'est difficile aussi de faire garder son enfant. Le place des crèches, quand on parle des femmes, c'est des choses, c'est du b.a.-ba, mais ça fait partie de toute cette lutte-là que les femmes devraient être concrètes aujourd'hui. À nos jours, qu'on ne soit pas toujours là en train de débattre sur des questions comme ça. Voilà, par exemple, place des crèches pour les femmes, ça serait aussi important que le gouvernement met en place de ça, réellement. Emmanuel Jardin, comment faire justement pour que les périodes d'absence obligatoires liées au congé maternité ne soient pas synonymes de rupture de carrière, de frein, voire de relégation pour les femmes dans l'entreprise? Alors, c'est vrai que généralement, quand on regarde justement sur la courbe des salaires, eh bien, on a des... Pourquoi, enfin, même si au départ, on imagine 2 cours parallèles, avec les congés maternité, ben, il ne se passe rien, donc on repart sur un autre parallèle. Un autre congé maternité, il ne se passe rien. Plus, si jamais on est absente, ben, généralement, les formations qui se passent à un certain niveau, bon, on n'y a pas droit parce qu'on n'était pas... Bon, on se dit, ben, elle va partir, donc on ne va pas la mettre dans la formation. Ou alors, elle vient d'arriver, ben, on ne va pas la remettre tout de suite en formation. Donc, effectivement, il y a toute la partie retour de congé de maternité, mais aussi, je dirais, le fait de vraiment le prendre en compte complètement dans la carrière. Pas faire comme si ben, c'était quelqu'un qui revenait après 9 mois d'absence et puis qui s'était rien passé. Il faut absolument pouvoir trouver une façon de mettre au courant de la vie de l'entreprise, parce qu'en 9 mois... C'est difficile, ça, on imagine aussi en termes d'organisation pour l'entreprise. Ça l'est peut-être moins pour les grandes, mais pour les PME, c'est pas forcément évident. C'est difficile de toute façon. Alors en France, comme c'est les femmes qui ont un grand congé de maternité et les hommes pas beaucoup, déjà il faut aider les hommes à prendre leur congé. Un grand congé, c'est un des plus courts d'Europe, puisque la France a seulement 16 semaines de congé maternité. La norme de l'Organisation internationale du travail, c'est 18 semaines. Donc on est déjà en dessous. Oui. Avec la CGT l'a dénoncé, pour les femmes ouvrières employées qui effectuent des métiers pénibles, c'est très difficile d'être enceinte et de continuer à travailler. Et on a des centaines et des centaines de cas de fausses couches au travail à cause des conditions de travail. Donc il faut aussi rallonger le congé maternité et puis il faut renforcer les sanctions contre les employeurs qui discriminent du fait de la maternité, parce qu'il y a beaucoup trop de discrimination en toute impunité des employeurs. Nous avons lancé un site internet, le gouvernement fait son logiciel, nous avons fait notre site internet d'action pour l'égalité professionnelle, égalité-professionnelle.cgt.fr. Le but de ce site, c'est de permettre aux femmes de connaître leurs droits pour pouvoir agir et les défendre, et puis de permettre d'avoir des actions dans les entreprises sur la question de l'égalité professionnelle, de la négociation, des sanctions, de l'inspection du travail, et permettre une meilleure compréhension de ces mécanismes d'inégalité, égalité-professionnelle.cgt.fr. Le but, c'est qu'on sait très bien que s'il n'y a pas de mobilisation et d'action des salariés, on restera sur des grands discours
discours qui ne se traduiront pas dans le concret. Pour faire changer les choses, il faut de la mobilisation sur le terrain des salariés. C'est la raison pour laquelle nous lançons cette campagne. Alors on est en pleine préparation, vous allez le voir d'un œil sur les médias, c'est juste après, mais enfin c'est ce qui explique qu'on essaye de retrouver les fils, on essaye de se démêler. Sur cette question, en tout cas, comme vous le disiez à l'instant, de congé maternité, le gouvernement annonce qu'il tranchera en juin un éventuel allongement du congé, cette fois paternité, c'est-à-dire 11 jours calendaires ou 18 jours pour une naissance multiple. Actuellement, l'idée c'est de permettre aux pères de prendre davantage pour leur permettre de relayer plutôt les mères et permettre donc à ces dernières de reprendre leur travail. C'est ça la solution ou c'est l'une des pistes intéressantes ? Oui, tout à fait. C'est une proposition de l'ensemble des organisations syndicales d'allonger le congé paternité, de mieux le rémunérer. Nous avons la CGT à Alstom, par exemple, a gagné le fait que le congé paternité soit rémunéré à 100%. On est passé de 75% des pères qui prenaient le congé paternité à 100%. Donc on voit bien l'impact immédiat de ce type de mesure. Il y a besoin de le généraliser pour toutes les entreprises. Le congé paternité, c'est une solution, Dirya Touba, pour justement permettre aux femmes de reprendre plus tôt le travail et d'être finalement dans une forme d'égalité dans le congé, c'est-à-dire en gros, les femmes donnent la naissance, pourraient reprendre le travail et les hommes ensuite s'occuper du nouveau-né. Oui, c'est important parce que comme ça, on lutte pour l'égalité hommes-femmes. Donc ça permet à la femme que ce ne soit pas qu'elle qui est obligée d'être en congé maternité, de s'occuper du bébé. C'est bien aussi que l'homme s'applique là-dedans, dans l'éducation des enfants et dans le congé par maternité, c'est important que les hommes aussi l'ont. Parmi les mesures également annoncées, alors il y a peut-être un mot quand même à dire sur la représentation des dirigeants, parce qu'on peut se demander aujourd'hui où en est la France. La loi Copé-Zimmermann, en vigueur depuis 2011, a contraint les grandes entreprises françaises à assurer la présence d'au moins 40% de femmes dans leur conseil d'administration, et ce depuis le 1er janvier 2017. La France est devenue, Emmanuel Jardin, le bon élève de l'Europe de ce point de vue-là. Parce que quand on regarde chez les PDG du CAC 40, là en revanche, c'est pour les entreprises pleine, du CAC 40, oui. Alors si on descend un petit peu dans le SBF 120, pas chez les PDG, à part Isabelle Cocher, qui est en plus directrice générale, il n'y a pas un seul mais PDG. au niveau du COMEX, ça a été respecté. Si on descend ensuite, il n'y a pas du tout eu de respect Vous voulez dire quand il n'y a pas de contrainte légale, c'est le cas des comités exécutifs et de direction. Là, le taux de féminisation ne progresse pas. Exactement. Et en plus, il faut que ce soit des contraintes pécuniaires, même si c'est juste des contraintes où on dit il faut le faire, mais qu'en fait les sanctions, il n'y a rien du tout. Il y a des études qui montrent que ça ne donne aucun résultat. Donc il faut vraiment passer par la loi, légiférer pour que ça se fasse. Un autre objectif maintenant, c'est de porter à 40% la proportion de femmes, non plus cette fois uniquement dans les organes de direction des grandes entreprises, dans les conseils d'administration, mais de porter à 40% la proportion de femmes à la tête des fédérations et associations sportives. C'est plus que seulement symbolique, d'après vous ? Ça a juste valeur d'exemple ou l'idée c'est vraiment de réaliser des changements ? Non, il faut réaliser des changements en profondeur pour permettre aux femmes d'accéder à tous les postes à responsabilité. Et encore une fois, vous voyez bien qu'on se fixe un objectif de 40%. On ne se fixe même pas un objectif de parité de 50% dans l'ensemble des instances. Oui, alors que les femmes font plus de 50% de la population. Oui, mais c'est encore une fois des objectifs à minima. C'est un premier point d'étape. C'est positif qu'on se fixe des objectifs. Par contre, encore une fois, on les fixe en deçà des 50%, ce qui est quand même pose quand même. Il faut arriver à une femme présidente de la Fédération française de football, par exemple, ou de rugby. Il faut permettre aux femmes d'accéder à ces responsabilités. Et ça, évidemment, c'est important. On a eu des femmes ministres des Sports. On se souvient notamment de Marie-Georges Buffet pour le Parti communiste. Mais il faut faire surtout attention à ce que ça ne soit pas l'arbre qui cache la forêt. C'est bien sûr important de permettre l'accès des femmes au plus haut niveau de responsabilité, mais nous sommes très vigilants à ce qu'on ne tombe pas dans une forme d'égalité élitiste où on s'intéresse seulement aux femmes du haut en se disant qu'une fois que, par exemple, on a une femme patronne, les choses se régleraient automatiquement pour l'ensemble des femmes salariées. On a déjà eu Laurence Parisot, présidente du MEDEF, elle n'a rien amélioré elle n'a pas permis de faire reculer la précarité, les temps partiels qui pénalisent les femmes. On a une femme aujourd'hui qui dirige le FMI, Christine Lagarde. Christine Lagarde est la première à appliquer malheureusement les politiques d'austérité du FMI qui font reculer les droits des femmes dans le monde, notamment les services publics, la prise en charge de la petite enfance et des personnes âgées dépendantes. Il y a besoin pour ça d'un investissement public. Il serait souhaitable que Christine Lagarde se souvienne qu'elle est une femme et qu'elle dise, par exemple, que l'investissement des pays dans les services publics
publiques pour prendre en charge la petite enfance ou les personnes âgées dépendantes sortent des critères de déficit et incitent sur le fait que c'est une politique de croissance. C'est une campagne de la Confédération syndicale internationale, donc qui regroupe tous les syndicats du monde. Nous demandons un investissement dans l'économie des soins, ce qui permettrait de créer des millions d'emplois et ce qui permettrait d'émanciper les femmes et d'améliorer la qualité des emplois de ces secteurs pour la petite enfance ou pour les personnes âgées dépendantes. On l'a vu notamment avec la mobilisation des EHPAD sur la prise en charge des personnes âgées. Diria Touba, est-ce que vous diriez qu'il y a aussi un cumul des discriminations lorsqu'on est à la fois une femme et soi-même de nationalité étrangère ou issue de parents de nationalité étrangère? Est-ce que c'est plus difficile encore lorsqu'on est une femme? Oui, en tous les cas, je pense que c'est pas lié avec d'origine, c'est lié avec tout ce qu'on hérite. On est aux 3e génération du féminisme en France. On est là, on parle de l'égalité de salaire, on parle de mode de garde pour les enfants. Donc oui, on voit que le combat, il est loin d'être gagné. Tout à l'heure, on a rappelé, c'est pas une journée de fête parce qu'il y en a, malheureusement, il y a certaines femmes africaines qui prennent cette journée, qui font la danse, qui font le chant. Donc nous, c'est une journée pour valoriser ce qui est acquis et pour démontrer combien encore le combat, il est loin d'être gagné. Pour vous, on se méprend dans certains pays du monde encore sur la signification de cette journée? En fait, j'ai l'impression que des fois, on fait des choses juste pour dire que, voilà, on va chanter, on va manger. Moi, j'ai envie que cette image-là, elle s'arrête. Hier, les femmes, elles ont marché à Conakry pour revendiquer leurs droits. Et ça, c'est bien, il faut valoriser ça parce que c'est important. Donc, faut pas qu'on colle les gens quand on parle depuis des générations, des personnes qui risquent leur vie parce qu'elles sont femmes, parce que, voilà, les femmes, elles sont courageuses chez nous. Mais il faut voir ici combien c'est difficile d'avancer pour tout le monde. C'est pas question de couleur de peau, c'est question d'héritage, du machisme qui existe depuis des générations. Quand on lutte pour faire prendre conscience de la gravité de phénomènes aussi douloureux physiquement que l'excision, est-ce qu'il est possible de pousser très loin encore le combat féministe et de faire prendre conscience de choses qui peuvent sembler moins facilement perceptibles, comme l'égalité de salaire, par exemple? Oui, c'est l'éducation. L'éducation, elle a l'air important à jouer. Et aussi, ce qu'on envoie à Balance ton port, enfin, tout ce qui est sorti ces derniers temps, c'est une continuité dans la lutte. Mais par rapport à l'excision, par exemple, nous, on est insultés, on dit qu'on est des blanches, qu'on est vendus parce qu'on condamne l'excision. L'excision, enfin, c'est des filles, une fille sur 5 en France ou sur 10 risque d'être excisée dans leur pays d'origine. Là, on a lancé alerte à l'excision. Donc, combien même quand nous-mêmes, on est convaincus, quand on a hérité toutes ces traditions, toutes ces coutumes qui posent sur nos épaules, combien c'est difficile de lutter contre ça. Mais il faut avoir la volonté, il faut dire l'éducation. Parce que quand on parle des traditions ou des coutumes, ça touche toutes les religions et où les violences faites aux femmes. C'est un combat universel qu'on doit continuer et que les femmes doivent encourager et que c'est pas parce que quelqu'un a un pouvoir ou quelqu'un qui sort du cinéma, c'est ce qu'on voit les femmes à qui ont rêvé ou qu'on pouvait voir comme des leaders qui ont été à un moment donné victimes d'attouchements ou de viols. Et vous le dites, la lutte ne s'arrête pas seulement aux mutilations, mais aussi à l'ensemble des aspects dans la société qui font que les femmes sont sous l'effet de la domination masculine. Exactement. C'est un héritage qui est lourd et qui est là, qui est une réalité. Voilà, quand on va dans le bus, par exemple, un homme, il va te coller, il va voir te toucher les seins parce qu'on est dans un bus, parce que l'homme, voilà, c'est l'éducation. Moi, je dis, c'est tout, c'est B à bas. Les femmes, ils ont un rôle important d'éduquer les filles comme les garçons de la même manière et aussi, les hommes aussi, ils doivent accompagner ça. Donc, je pense que c'est toute la société qui doit se mettre en mouvement. C'est vrai, ce qui a été fait début de l'année par rapport au gouvernement actuel, c'est un bon signe. Maintenant, il faut qu'on soit dans le concret. Merci beaucoup, Diria Touba. C'est la fin de ce débat. Merci également à Sophie Binet, à Emmanuel Jarda et à Lila Lebas d'avoir accepté de débattre. Mais l'actualité continue tout de suite avec un œil sur les médias.